Bonjour à tous et bienvenue dans Au micro de RTI. Ici Sasa qui vous accueille pour la deuxième partie de cette série sur l'histoire de Radio Taïwan International avec à mes côtés en studio notre stagiaire Alex Desmules que vous connaissez déjà pour sa série sur Taïwan aux Jeux Olympiques. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a écrit un mémoire de Master 2 à Sciences Po Lyon intitulé « La voix d'une puissance muette du service central de radiodiffusion à Radio Taïwan International, 96 années d'influence radiophonique de la République de Chine ». La semaine dernière, il nous a parlé du contexte dans lequel a été fondé le service de radiodiffusion centrale, l'ancêtre de RTI, en 1928 à Nanjing, en Chine, par Chen Guofu, un proche de Chiang Kai-shek. Le mémoire d'Alex Desmules permet d'explorer le rôle de la radio pendant les différentes époques de la République de Chine, lors de la guerre contre le Japon, puis la guerre civile, l'exil à Taïwan et la volonté de réunification, et enfin, depuis la démocratisation. On retourne en studio auprès d'Alex Desmules. Ce qui ressort aussi des titres des parties de ton mémoire, c'est qu'en fait, on a l'impression de passer aussi d'une radio de propagande à destination principalement du peuple chinois, mais bon, comme tu viens de le dire, c'était aussi à destination de l'extérieur, et qui est peu à peu devenue une radio fondée sur le soft power, et surtout à destination du public international. Est-ce que je me trompe en disant ça, ou est-ce que c'est à peu près la... C'est pas faux, dans le sens où, en fait, effectivement, dès la période continentale, les nationalistes pensent à l'outre-mer, mais ils la pensent pas... Enfin, typiquement, Chen Guofu négocie avec notamment Telefunken, donc qui est une boîte allemande, pour avoir des émetteurs extrêmement puissants. D'ailleurs, très drôle, les Allemands ont pensé qu'il fallait leur verser un pot de vin, parce que les nationalistes avaient déjà une réputation d'être corrompus, et Chen Guofu a fait retourner le pot de vin en leur disant « Mais je remets l'argent que vous avez mis dans le pot de vin pour acheter un émetteur encore plus puissant ». Et les nationalistes se sont retrouvés avec l'un des émetteurs les plus puissants d'Asie alors qu'ils n'avaient pas mis le prix du tout à la base. Mais ils pensent l'outre-mer, essentiellement l'outre-mer chinoise, dans le sens où ils pensent au Huaqiao, donc aux communautés d'outre-mer en Indonésie, aux Philippines, même en Asie, même en Chine du Sud-Est, c'est un peu flou. Peut-être un peu à Taïwan déjà à l'époque-là, mais cette notion de parler à l'étranger, elle n'est pas une priorité avant la guerre. Et puis pendant la guerre, justement, tu as ce décalage sur toutes ces questions de propagande qui va se poursuivre jusqu'au milieu de la guerre froide, avec cette obsession pour la reconquête, etc., pour dire que nous sommes le seul gouvernement légitime chinois, et maintenir ce mythe-vérité que Taïwan est la Chine libre et le seul gouvernement légitime de la Chine, et le seul gouvernement légitime à gouverner les 400, 500, 600 millions de Chinois. Et arrive par contre la démocratisation. Et là, forcément, il y a un autre enjeu. Et typiquement, ça joue sur le flou qu'il y a entre propagande et soft power au final. C'est de savoir, au lieu d'essayer de défendre notre influence par des mythes politiques et une construction politique qui est fondée pas forcément sur des mensonges, mais au moins sur des vérités cachées ou sur des contre-vérités, jouer sur un soft power plus culturel, plus terre-à-terre, entre guillemets. C'est devenu une logique assez prégnante pour le gouvernement taïwanais et pour Radio Taïwan International, mais essentiellement parce que la situation a changé. C'est que Taïwan n'est plus dans une logique de reconquête, de dire on est le gouvernement chinois légitime. Au contraire, c'est plutôt une obsession de se faire connaître à l'international, une obligation même plutôt, de se faire connaître à l'international qui pousse Radio Taïwan International à faire ce travail de soft power, et notamment contre le soft power chinois qui, lui, est très très puissant. Est-ce que tu peux résumer, je sais que c'est pas facile, mais le rôle de cette radio dans les trois périodes qui constituent les trois parties de ton mémoire? Donc la première période qui est la période d'unification de la Chine, mais aussi de la guerre contre le Japon, la guerre civile. La deuxième période historique qui est du coup l'exil et cette volonté de réunification. Et la troisième partie, donc aujourd'hui. Dans cette première période que je borne à peu près de 1928 à 1949, c'est essentiellement un travail de déploiement d'une forme de toile
au niveau de la Chine, en fait. C'est cette obsession des nationalistes avec l'unification du pays. C'est que la radio suit essentiellement un programme de développement dans toutes les villes et tous les villages où elle peut s'installer. Ils installent des postes dans les temples, dans les écoles, etc. C'est essentiellement un travail de construction nationale, en vérité. C'est un travail de construction de l'identité nationale. Jusqu'au milieu du 19e, en France, typiquement, on se disait plus savoyard, plus breton, plus auvergnat que français. En Chine, ça a perduré jusqu'au milieu de la période communiste, au moins, de dire d'abord c'est la ville ou le village d'où on vient, puis à la limite c'est la province, et puis la Chine, le ciel est très haut, quoi, entre guillemets. Et donc c'était cette volonté des nationalistes de construire vraiment une identité nationale chinoise que eux possédaient parce que c'était essentiellement des élites bourgeoises côtières, donc qui avaient déjà développé cette notion-là au contact des étrangers, mais ils voulaient la développer auprès des marges arrière. Et en fait, très vite, c'est un programme qui a été déraillé par la guerre. Et la radio est devenue essentiellement, comme on l'a vu, nous, en Europe, avec Radio Londres, typiquement, ou Radio Vichy pour l'autre côté, enfin Radio Vichy, Radio Paris, comme un outil de guerre, littéralement, dans le sens de mobilisation. En fait, c'était un outil de mobilisation des masses, et c'était un outil de mobilisation aussi de l'étranger pour soutenir la Chine. Et ça, c'est un rôle dans lequel elle s'est fixée, au-delà même de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été très peu active pendant la guerre civile contre les communistes parce que, à cause des déménagements constants. Mais à partir du moment où les nationalistes se fixent à Taïwan et savent que Taïwan est à peu près une forteresse stable, le service central de radiodiffusion reprend l'antenne. D'ailleurs, il change de nom, il devient la Voix de la Chine libre. Et l'objectif, c'est toujours là, c'est une arme de guerre psychologique, une arme de guerre diplomatique, pour garantir en fait le maintien de l'existence de la République de Chine en tant que gouvernement chinois légitime auprès déjà de la communauté étrangère, mais aussi auprès de la population chinoise en Chine. Et là, en fait, elle joue un vrai rôle de combat qui n'a pas forcément été très efficace. En fait, on a très peu de mesures là-dessus, parce que c'est la période communiste chinoise, écoutez ça vous envoyait dans les laogai, donc c'est pas forcément facile de mesurer l'audience de la radio à l'époque, mais c'était de maintenir cette vision qu'il y avait déjà un gouvernement chinois opposé aux communistes et qui allait revenir d'un jour à l'autre. Et puis, petit à petit, le projet nationaliste de reconquête, il trouve son apogée en 1962. Globalement, il y a une grosse période de mobilisation et puis les Américains mettent un peu fin à tout, ce qui va ulcérer Chiang Kai-shek, mais le projet, de toute façon, est concrètement abandonné en 1972. Et à peu près à partir de cette période-là, on voit un espèce de délitement, déjà dans le cadre de la libéralisation qui est menée par Yan Jiagan et Tian Jingguo. Déjà, il y a une libéralisation de la parole, il y a un changement des émissions, et il y a un développement plus de cette volonté de voir le peuple chinois renverser le Parti communiste chinois, avec le développement beaucoup d'émissions critiques, et notamment il y a une émission que je traite beaucoup, qui est Les Confessions nocturnes du village des Trois Familles, qui est un show radiophonique satirique qui met en scène trois personnages, donc Jiangqin, Kang Shen et un autre personnage dont j'ai oublié le nom mais qui est secrétaire de Mao, en train de comploter pour essayer de tuer tous les cadres du Parti communiste et asservir les Chinois. C'est un peu des guignols de l'info, mais c'est à la diffusion des Chinois du continent, dans l'objectif de leur dire, mais regardez ce que font vos dirigeants, parce que vos dirigeants, les communistes, ne pensent pas à vous, alors que nous, les nationalistes, on pense à vous. Et l'objectif, c'était d'essayer de monter une rébellion organisée, et ça, l'apogée de ça a été Tiananmen. Tiananmen, où la radio avait un programme timé au jour près pour savoir quel genre de message elle devait envoyer vers le continent pour essayer de pousser une rébellion démocratique. Bon, après l'échec de Tiananmen et puis après avec la libéralisation de Taïwan, forcément les choses ont changé. Et justement, en fait, elle a gardé un peu ce côté de défense de la démocratie et défense culturelle, mais en basculant lentement sur un lexique déjà beaucoup plus démocratique, parce que même si à Tiananmen, Radio Taïwan, à l'époque c'était toujours la Voix de la Chine libre, même si on parlait de démocratie et de Taïwan, la plus grande démocratie d'Asie, bon, c'était pas forcément le cas encore à l'époque, mais là aujourd'hui, c'est déjà on est déjà un peu plus proche de ça. Le lexique démocratique, s'est imposé, et notamment avec cette idée de soft power qui s'est développée dans la nécessité de faire connaître Taïwan, et la cible a changé aussi.
C'est que jusque dans les années 90, la cible, c'est les Chinois. Et en fait, petit à petit, Taïwan s'est rendu compte que les Chinois ne viendraient pas à la rescousse de Taïwan si Taïwan devenait indépendante ou si Taïwan était victime d'une guerre contre la Chine. Que là, par contre, il fallait mettre peut-être des œufs dans un autre panier qui étaient les étrangers, les puissances étrangères, les communautés étrangères, et où il y a eu peut-être un renforcement à partir des années 90 des langues étrangères en termes de programme plutôt. Waouh, on a brossé un tableau très rapidement de ton mémoire. C'était très très intéressant. Personnellement, je trouve que c'est d'autant plus intéressant à l'oral, en fait. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour ça que je fais de la radio. C'est pour ça. La suite la semaine prochaine.